Oh, Vincent Vega, our man in Amsterdam. Jules Winfield, our man in Inglewood. Get your asses down in here. God damn, nigga, what's up with them clothes? Bonjour et bienvenue dans ce cours de terminale spécialité physique-chimie consacré à l'énergie interne. Pour introduire cette vidéo, nous allons imaginer l'expérience suivante. Nous prenons un verre et nous le remplissons avec de l'eau que l'on a préalablement chauffée. Imaginons que la température initialement est à 90 degrés Celsius. Alors sous l'effet de l'air qui entoure le verre d'eau, où on va considérer que sa température est de 20 degrés Celsius, donc l'eau va se refroidir. La question qu'on va se poser, c'est comment va évoluer la température de l'eau au cours du temps. Imaginons qu'on mesure cette température et qu'on la trace au cours du temps. Donc la valeur finale sera de 20 degrés, la valeur initiale est ici de 90 degrés. Donc est-ce qu'on va obtenir une diminution linéaire de la température ou est-ce qu'on va obtenir une diminution exponentielle de la température? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir le modèle du gaz parfait, ensuite nous énoncerons le premier principe de la thermodynamique et enfin nous verrons les différents modes de transfert thermique. Pour modéliser le comportement d'un gaz, on utilise un modèle très simple, le modèle du gaz parfait. Quel est le principe de ce modèle? Donc, nous allons voir ici les caractéristiques des molécules du gaz parfait. Première caractéristique, on va assimiler les molécules d'un gaz réel à des points matériels sans volume. Deuxième caractéristique, on va considérer qu'il n'y a aucune liaison entre les molécules. Il n'y va y avoir aucune interaction entre ces molécules, seulement des chocs élastiques lorsque les deux molécules vont se rencontrer. Quelles sont les grandeurs microscopiques qui caractérisent le gaz parfait? Alors voici un schéma qui représente n molécules de gaz parfait comprises dans un volume V. Les sphères représentent les molécules et les flèches que vous voyez là représentent la vitesse de déplacement des molécules. Alors la première grandeur microscopique que l'on va prendre en compte, c'est l'énergie cinétique moyenne de déplacement des molécules. Vous voyez ici son expression avec M la masse d'une molécule et V la vitesse moyenne de déplacement des molécules. Ensuite, la deuxième grandeur, ça va être le nombre de molécules par mètre cube. Donc c'est le rapport du nombre de molécules que divise le volume occupé par le gaz. Donc ces deux grandeurs ne sont pas accessibles à l'homme. Donc on ne pourra pas les mesurer, ce sont des grandeurs non mesurables. Quelles sont les grandeurs macroscopiques qui caractérisent le gaz parfait? Vous pouvez même le voir, les grandeurs microscopiques ne sont pas accessibles par l'homme, on ne peut pas les mesurer. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des grandeurs à son échelle, donc à l'échelle macroscopique, et ces grandeurs-là vont pouvoir être mesurées. Quelles sont-elles? La première, c'est la température, que l'on note grand T, et que l'on exprime en Kelvin. Là, je vous ai fait apparaître un thermomètre. Remarquez que la température là est exprimée en degrés Celsius, donc c'est l'unité pratique qu'on utilise tous les jours, mais lorsqu'on va devoir faire des calculs, il ne faudra pas oublier de la convertir, cette température en degrés Celsius, en Kelvin, la Kelvin étant l'unité légale de la température. Faisons le lien entre la grandeur macroscopique, la température, et une grandeur microscopique qui est l'énergie cinétique moyenne des molécules. Donc il faut retenir que la température est proportionnelle à cette énergie cinétique moyenne des molécules. Dit autrement, plus les molécules seront agitées, plus la température sera élevée. Deuxième grandeur, c'est la pression, qu'on notera grand P, son unité c'est le pascal. Quel est le lien entre la pression, donc cette grandeur macroscopique, et les grandeurs microscopiques? En fait, la pression, comme la température, va être proportionnelle à l'énergie cinétique moyenne des molécules, mais aussi au nombre de molécules au mètre cube. Donc dit autrement, plus les molécules seront agitées, plus la pression sera élevée, plus le nombre de molécules sera important, plus la pression sera élevée, et plus le volume sera petit, plus la pression sera élevée. L'équation d'état du gaz parfait relie les grandeurs macroscopiques qui caractérisent ce gaz. Voici son expression, P fois V égale N fois R fois T. En fait, c'est le produit de la pression par le volume, qui est égal à la quantité de matière fois une constante fois la température. Donc maintenant, je vais vous préciser les unités de ces différentes grandeurs. Alors la pression, son unité dans le système international, c'est le pascal. Souvent, on utilise l'unité, le bar, pour exprimer les pressions. Donc je donne ici la conversion. Un bar, c'est égal à 10 puissance 5 pascal. Pour le volume, donc son unité dans le système international, c'est le mètre cube. Parfois, on exprime les volumes en litres. Donc il faut savoir qu'un litre, c'est 1 10-3 mètres cubes. Pour la température, donc comme on vient de le voir juste avant, la température s'exprime en Kelvin. Souvent, on l'exprime en degrés Celsius. Donc il faut savoir la convertir. Donc la température en degrés Celsius plus 273 est égal à la température exprimée en Kelvin. La quantité de matière, donc comme on l'a vu en chimie, s'exprime en mol. Et enfin, la grandeur R, ici c'est une constante, on appelle ça la constante du gaz parfait. Elle vaut 8,31 joules par mol et par Kelvin. Quelles sont les différentes formes d'énergie? Alors je vais distinguer l'énergie macroscopique de l'énergie microscopique. Alors l'énergie macroscopique en fait va correspondre à ce qu'on avait vu dans les cours précédents, à l'énergie mécanique. Dans l'énergie mécanique, on distingue deux formes d'énergie. L'énergie cinétique qui est liée
au fait qu'un objet qui a une masse se déplace. Donc par exemple un poids lourd qui est en train de rouler. Donc je peux exprimer son énergie cinétique en disant que c'est 1/2 de sa masse fois sa vitesse au carré. Deuxième forme d'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ici pour illustrer, je vous ai mis un château d'eau. Donc le fait de stocker de l'eau en hauteur, on donne à cette eau une énergie potentielle de pesanteur et l'expression c'est m fois g fois z. Maintenant passons à l'échelle microscopique. Donc là on va définir l'énergie microscopique. Commençons par le noyau atomique. Le noyau est constitué de protons et de neutrons. Ces nucléons sont liés entre eux par des liaisons et ces liaisons constituent une énergie potentielle. Lorsqu'on modifie ces liaisons, donc lorsqu'on réalise des réactions nucléaires, on va libérer de l'énergie nucléaire. Ensuite, à l'échelle des molécules, donc les molécules sont constituées d'atomes, ces atomes sont liés entre eux par des liaisons, donc ces liaisons constituent une énergie potentielle. Et lorsqu'on réalise des réactions chimiques, cette fois-ci, on va modifier ces liaisons, donc on va modifier l'énergie potentielle de la molécule. Maintenant, si je m'intéresse à plusieurs molécules, donc là je vous ai fait apparaître des molécules d'eau, on va pouvoir distinguer là l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. L'énergie potentielle, ça sera le fait que ces molécules vont être liées entre elles. D'ailleurs, les molécules d'eau sont liées par des liaisons hydrogènes relativement fortes par rapport à d'autres molécules. Donc la présence de ces liaisons donne une énergie potentielle à ces ensembles de molécules. Et ensuite, le fait que ces molécules s'agitent, contrairement au gaz où on a vu que les molécules se déplaçaient, à l'état solide et à l'état liquide, les molécules vont se mettre à vibrer. Et donc cette agitation-là constitue l'énergie cinétique. On va parler d'énergie interne de la matière. Par la suite, nous allons nous intéresser uniquement à l'énergie interne. Et revenons d'abord sur le modèle du gaz parfait. Lorsqu'on avait vu ce modèle, on avait dit que les molécules n'avaient pas d'interaction entre elles. Ainsi, l'énergie interne du gaz parfait sera égale uniquement à la somme des énergies cinétiques des molécules qui constituent le gaz. Et comme on avait vu que l'énergie cinétique des molécules était proportionnelle à la température, on peut dire que l'énergie interne du gaz parfait dépend uniquement de la température. Ensuite, pour bien comprendre cette notion d'énergie interne, je vais donner des exemples de variations d'énergie interne. Imaginons que vous ayez une barre métallique, c'est plutôt ce que font les forgerons, et qu'on la mette sous une flamme pour faire augmenter sa température. Donc là, on va augmenter l'énergie interne de cette barre métallique. Ensuite, deuxième exemple, lorsqu'un chauffe-eau chauffe de l'eau, en fait, pareil, l'eau va avoir son énergie interne augmentée. Et dernier exemple, pour un gaz, lorsqu'on met sous pression de l'air, en fait, on augmente l'énergie interne du gaz. Quel est l'énoncé du premier principe de la thermodynamique? Alors, ce principe s'appelle aussi le principe de conservation de l'énergie. Et s'énonce ainsi, on ne peut ni créer ni détruire l'énergie. On peut seulement l'échanger ou la transformer. Alors, on va l'appliquer avec l'énergie interne. Donc, voilà comment on l'exprime de manière mathématique. On dit que la variation d'énergie interne est égale à deux formes de transfert d'énergie. Le premier, W, c'est ce qu'on appelle le transfert d'énergie mécanique ou travail. Alors, ce transfert-là va apparaître si la matière qu'on étudie voit son volume varier. Ensuite, Q, c'est ce qu'on appelle le transfert d'énergie thermique ou chaleur. Donc, ce transfert-là va apparaître si on constate une variation de température ou de changement d'état de la matière étudiée. Quelle est l'expression de la variation d'énergie interne pour un liquide ou un solide? Les liquides et les solides, on va les considérer comme incompressibles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que leur volume ne varie pas lorsque leur énergie interne varie. Et alors, comme on l'a vu juste avant, delta U c'est W plus Q. Or, on a dit que le travail, donc le transfert d'énergie mécanique, n'avait lieu lorsque le volume variait. Or, ici le volume étant constant, on peut dire que delta U est égal à Q. Et voici l'expression de delta U, donc c'est la masse fois petit c qu'on appelle la capacité thermique massique, fois l'écart de température que va subir ce corps. Je vais vous préciser les unités. Delta U va s'exprimer en joules, la masse en kilogrammes, petit c en joules par kilogramme et par Kelvin, et l'écart de température en Kelvin. Que signifie ce petit c, donc qu'on appelle la capacité thermique massique? En fait, c'est l'énergie thermique nécessaire pour augmenter de 1 Kelvin la température de 1 kg d'un corps donné. Je vais prendre l'exemple de l'eau. Voici la capacité thermique de l'eau qui vaut 4,18 kJ par kg et par Kelvin. Donc dit autrement, si j'ai 1 kg d'eau, par exemple à 20 degrés, si je veux la faire passer à 21 degrés, il faudra que j'apporte 4180 joules. Dans quelle situation observe-t-on un transfert d'énergie thermique? Imaginons que l'on ait deux corps, un corps A à la température TA et un corps B à la température TB. Faisons l'hypothèse que le corps A a une température supérieure au corps B. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un transfert d'énergie thermique du corps A, le corps chaud, vers le corps B, le corps froid. En résumé, on peut dire qu'un transfert d'énergie thermique entre deux corps a lieu si leur température est différente. Ce transfert se fait toujours du corps chaud vers le corps froid
et il va s'arrêter lorsque les deux corps auront la même température. On parle alors d'un équilibre thermique. Au niveau du vocabulaire, donc jusqu'à présent on a parlé de Q, donc on a appelé ça le transfert thermique ou la chaleur. Donc ça s'exprime en joules, c'est un transfert d'énergie. Par la suite, vous allez voir, on va parler maintenant de puissance thermique ou flux thermique. Le lien entre la puissance et la chaleur, en fait, la puissance c'est un débit de chaleur. Cette fois-ci, là, on va l'exprimer en watts. Et un watt, vous vous rappelez, c'est 1 joule par seconde. Ce qui est important à retenir aussi, c'est que plus les températures des deux corps seront différentes, donc plus l'écart T1-TB sera grand, plus cette puissance thermique sera importante. Quels sont les différents modes de transfert de l'énergie thermique? On en distingue 3, je vais vous les présenter à travers ce dessin où l'on voit ici un feu de bois. Le premier mode, c'est ce qu'on appelle le rayonnement. On le ressent lorsqu'on met ses mains à peu près au même niveau que le feu. Et donc, en fait, il s'agit d'ondes électromagnétiques qui vont être émises par le bois porté à haute température. Le deuxième mode de transfert d'énergie thermique, c'est la conduction. Là, imaginons que vous mettiez au contact des flammes une barre métallique. En fait, la chaleur va être conduite à travers le solide. Troisième mode de transfert de l'énergie thermique, c'est la convection. Donc là, il faut mettre ses mains au-dessus des flammes. On va ressentir un courant d'air chaud. Pourquoi? Parce que l'air frais au contact du bois et des flammes ici va se réchauffer et va s'élever ici, et donc c'est ce que vous allez ressentir avec vos mains au-dessus du feu. Comment exprime-t-on la puissance thermique échangée par conduction? On va prendre l'exemple suivant, un bec benzène avec sa flamme ici, l'on met au contact de la flamme une barre métallique. Une certaine puissance thermique va être véhiculée par cette barre métallique. Rappelons ce qu'est la conduction thermique, c'est un transfert thermique par transmission microscopique de l'agitation moléculaire, et ça se fait de proche en proche. Voici l'expression de la puissance thermique. Elle va d'abord dépendre de l'écart de température qu'il va y avoir entre les deux extrémités de la barre. T1 sera la température la plus élevée et T2 sera la température la plus basse. Le deuxième paramètre, ça va être propre aux matériaux. C'est ce qu'on appelle la conductivité thermique. Les métaux ont une conductivité thermique très grande. Par contre, les isolants tels que la laine de verre, le polystyrène vont avoir des conductivités thermiques très petites. S, ça va être la section de la barre. C'est à travers cette section que va passer la puissance thermique. Et enfin, L, ça va être la longueur de la barre. Par contre, cette longueur, là, plus elle sera grande, plus la puissance thermique sera faible. Une autre expression de puissance thermique, c'est celle-ci, où on fait apparaître ce qu'on appelle la résistance thermique. Cette résistance thermique est notamment utilisée pour caractériser les matériaux de construction. Lorsqu'on a une maison, ce qu'on veut, c'est que les matériaux isolent cette maison de l'air extérieur. Donc on va choisir des matériaux qui ont la plus grande résistance thermique. Ainsi, la puissance qui va être cédée entre l'intérieur et l'extérieur va être moindre. Plus la résistance thermique sera grande, plus la puissance sera petite. Comment exprime-t-on la puissance thermique échangée par convection? Pour illustrer, on va prendre l'image suivante d'un radiateur justement qui chauffe par convection. Ce que vous voyez ici, en fait, ça serait l'air qui a été filmé en caméra infrarouge. En fait, on voit que lorsque c'est bleu, là, la température est plus basse, et lorsque c'est rouge, la température est plus élevée. Donc l'air frais va avoir une masse volumique plus grande et va se trouver en bas de la pièce, et au contact du radiateur ici, l'air va se réchauffer, sa masse volumique va diminuer et il va s'élever. Et ensuite, il va se refroidir, redescendre. On peut résumer ainsi que la convection, c'est un transfert thermique par mouvement macroscopique d'un fluide sous l'influence d'une différence de masse volumique. En fait, c'est la différence de température qui va générer une différence de masse volumique et ainsi permettre au fluide de se déplacer. Le fluide, ça peut être aussi bien un liquide qu'un gaz. Pour maintenant, ce qu'on va faire, c'est exprimer donc la puissance thermique échangée par convection. On va imaginer la situation suivante, donc un solide qui a une température Ts et ici un fluide qui a une température Tf. On va considérer que le solide a une température supérieure à celle du fluide, et voici l'expression de la puissance thermique qui va être échangée donc entre le solide et le fluide. C'est H, H étant ce qu'on appelle le coefficient d'échange par convection. S, la surface d'échange entre le fluide et le solide, donc en fait c'est la surface du solide qui va être au contact du fluide, et Ts, donc Ts la température du solide, et Tf la température du fluide. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante: comment va décroître la température de l'eau au cours du temps? Je vous rappelle la situation. On avait imaginé un verre d'eau qui contenait donc de l'eau à une température relativement élevée. On avait pris comme température initiale 90 degrés. Cette température, maintenant qu'on a vu ce qu'était l'énergie interne,
on peut dire qu'elle est liée à l'énergie interne. C'est-à-dire que la mesure de température nous donne une image de l'énergie interne. Et si on veut être plus précis, voici l'expression de l'énergie interne en fonction de la température. Donc c'est la masse d'eau fois sa capacité thermique fois T plus une valeur constante de l'énergie interne. Donc la présence de l'air autour du verre d'eau va engendrer un transfert d'énergie thermique entre l'eau et l'air. Ce transfert va se faire par convection, que va entraîner une baisse de l'énergie interne, puisque ce transfert va prélever de l'énergie interne à l'eau. Donc voici l'expression de la puissance thermique échangée par convection entre l'eau et l'air, c'est H fois S fois la température de l'eau moins la température de l'air. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est quel est le lien entre l'énergie interne et la puissance échangée entre l'eau et l'air. En fait, la puissance échangée, c'est la dérivée de l'énergie interne par rapport au temps. À présent, revenons donc sur le tracé de cette température au cours du temps. Déjà, ayons à l'esprit que la température, c'est une image de l'énergie interne. Ensuite, la puissance échangée entre l'eau et l'air, c'est la dérivée de l'énergie interne par rapport au temps. Et cette puissance, c'est égal à H fois S fois l'écart de température entre la température de l'eau et la température de l'air. Peut-on avoir une diminution linéaire de la température? Si on avait une diminution linéaire, ça voudrait dire que la puissance est constante, puisque c'est la dérivée de l'énergie interne par rapport au temps. Or, on vient de voir que cette puissance n'est pas constante, puisqu'elle est liée à la température de l'eau. Donc c'est impossible qu'on ait une diminution linéaire de la température. Donc c'est bien la deuxième courbe qui est la bonne, la diminution exponentielle. Et on va le justifier. En fait, au début, il y a un grand écart de température entre l'eau et l'air. Ainsi, tout le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe là sera important, donc une grosse variation de température. Et ensuite, au fur et à mesure que la température de l'eau diminue, elle va se rapprocher de celle de l'air, donc l'écart sera de plus en plus petit, et donc vous voyez ici le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe va tendre vers 0. On a une plus petite variation de température à la fin. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. We have Vincent.